Merci de préférer Esaü TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sera en sommet le 10 décembre prochain à Abuja, au Nigeria. Au cours de ce sommet, l'organisation sous-régionale va revenir sur la situation politique dans certains pays de la sous-région, notamment au Niger, où le président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires. On en parle dans ce 19e. Droits socio-économiques en démocratie et respect du bien public, c'est autour de ce thème que l'Institut des artisans de justice de paix IAJP a accentué son symposium annuel des 1er et 2 décembre 2023. Au thème, un appel pour le développement durable a été lancé, le point dans cette édition. L'Association des Odjers du Bénin AOB a tenu le samedi 2 décembre dernier à Cotonou son assemblée générale extraordinaire. Au thème des travaux, plusieurs décisions ont été prises, dont la sanction et l'exclusion de certains membres, ainsi que l'élection et l'installation du nouveau bureau devant conduire les destinées de l'association pour les 5 prochaines années. Plus de précisions dans ce 19e. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. L'Institut des artisans de justice et de pêche d'oiseaux IAJP a organisé du 1er au 2 décembre 2023 son symposium annuel basé sur le thème droits sociaux, économiques en démocratie et respect du bien public. À la fin des travaux, le père Eric Aguenounon, directeur de l'IAJP, a fait l'appel de l'Institut au gouvernement. Je l'annonçais au début de cette édition, le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO aura lieu le 10 décembre à Abuja, capitale du Nigeria, selon un communiqué de la présidence ivoirienne publié à l'issue d'une rencontre à Abidjan entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation régionale Omar Aliou Touré. Au cours de cette rencontre, le président de la commission de la CEDEAO a exprimé son admiration pour le leadership du président Ouattara dans la gestion des affaires nationales et régionales. Le dernier sommet remonte à début août et avait été entièrement consacré à la situation au Niger après le coup d'État du 26 juillet qui avait renversé le président élu Mohamed Bazoum. Parlons distinction dans cette édition, la 6e édition du Gala Grand Prix international de l'économie sociale solidaire et innovante a reconnu les mérites de Judith Glidja Chakpe à la tête de la Poste du Bénin cette année en tant que meilleure DG femme du secteur public. La soirée de remise des récompenses s'est déroulée dans un complexe hôtelier à Cotonou le samedi 2 décembre 2023. Le reportage avec Seton Delarius à Diagbeno. Au milieu des 20 talents béninois et africains distingués au Success Stories Award 2023, s'élève une Amazone, Judith Glidja Chakpe. Directrice générale de la Poste du Bénin depuis janvier 2020, elle a reçu le prix de la meilleure DG femme du secteur public de l'année. On a regardé d'abord son expertise dans le monde du management et des professeurs titulaires en centre de gestion, donc né dans ce travail-là. Mais à la tête de la Poste, qu'est-ce qui a changé valablement? On a travaillé, on a fait des enquêtes et on a vu que la Poste était toujours déficitaire, mais à l'arrivée de Mme Glidja à la tête,
les choses ont changé. La Poste est vue comme une entreprise que tout le monde côtoie et je pense qu'elle mérite donc qu'on lui dise merci pour ce travail. Sous la direction de la professeure Judith Glidjatiakpe, la Poste du Bénin est devenue une entreprise financièrement et économiquement viable, puis une référence mondiale en matière du service à la clientèle pour la livraison rapide. Cette récompense couronne sa bonne gestion managériale. C'est de la fierté que cela m'inspire et de la joie. Aussi la reconnaissance surtout au chef de l'État, M. Patrice Talon, et à mon ministre de tutelle, le ministre Romuald Wadaï, pour tout ce qu'ils font pour que je puisse aller encore davantage plus loin. Le chef de l'État nous a toujours demandé, dans tout ce que nous faisons, de révéler le Bénin au monde entier. Et donc, c'est à l'exercice que nous nous essayons et c'est ça qui a donné ce résultat. Donc, c'est vraiment une joie pour moi. Et je profite pour dédier ce prix à toutes les femmes béninoises pour leur dire que nous sommes capables de le faire. Et également à tous mes frères et sœurs que cela pourrait inspirer. Cette distinction représente le fruit de la résilience de tous les postiers. Judith Glidjatiakpe rend fier son entourage. C'est une fierté pour nous tous et c'est surtout une fierté pour la femme béninoise. Et donc je suis là ce soir pour rendre un hommage mérité à la femme béninoise à travers la DG Judith Glidja, qui fait beaucoup et qui aujourd'hui a montré à toutes les femmes béninoises que dans le secteur entrepreneuriat, la femme peut faire beaucoup. Ce prix va encore booster la DG Judith Glidjatiakpe à donner le meilleur d'elle-même pour renforcer les success stories de la Poste du Bénin. Pour y parvenir, elle pourra toujours compter sur le soutien permanent et sans faille de son époux, le docteur Edouard Tiakpe. Dans le cadre de sa mission caritative au Bénin, l'association Isoriso Dimok Italia a lancé un projet social d'envergure à Glazoué. Elle a lancé le samedi 2 décembre 2023 l'implantation d'une ferme sociale agricole à l'aide des femmes à Agougon. Le reportage avec Seton Delarius à Djagbuno. À Agouagon, une localité de l'arrondissement de Thior dans la commune de Glazoué, située à plus de 200 km de Cotonou, l'association Il Sorriso Dimok Italia va soulager les femmes de cette communauté à travers une ferme sociale avicole intitulée Maman Vite. L'installation d'un forage sur le site marque le début de la mise en œuvre du projet. Nous allons faire en ces lieux un forage qui va permettre de donner de l'eau à toute la population et aussi de permettre aux mamans qui sont défavorisées de subvenir aux besoins de leurs enfants. Le forage n'est qu'un pan du projet Maman Vite. C'est un vaste programme social couvrant plusieurs domaines. Nous allons donc, au sein de ce projet, installer un poulailler avec un début de 500 pondeuses qui ira gratuitement au bénéfice des mamans qui seront choisies. En plus de cela, il y aura des dortoirs qui seront faits ici. Il y aura un centre d'accueil qui sera là permanemment pour recueillir les difficultés des uns et des autres, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan judiciaire. En gros, l'association Isoriso Dimok est près de vous, proche de vous, pour vous soutenir, pour vous donner de l'espoir et pour vous donner du sourire. En raison du bien fondé et de l'opportunité du projet pour ces sujets, Dada Tokle, Agua 14, roi d'Agouagon, honore de sa présence le lancement officiel entouré de quelques hauts dignitaires. Lorsque la femme est bien, la société est bien, les enfants se portent bien et nous, sur notre trône, nous nous sentons bien également. Nous sommes très contents de ce projet et nous prions beaucoup pour les hauts dirigeants de ce projet, où qu'ils soient, que leurs familles respectives se portent très bien, que le travail aille très bien et que toutes leurs idées d'aide, surtout aux pauvres populations des zones rurales, aillent plus de l'avant. 100 femmes vont être sélectionnées pour le démarrage du projet. Le chef village d'Agouagon et le représentant de l'association des jeunes les exhortent à utiliser les ressources de Maman Vite à bon escient. Nous vous disons un grand merci et que les mâles de nos ancêtres vous le rendent au centuple. Nous profitons également pour demander
à nos mères bénéficiaires de ce projet d'en faire un très bon usage. Parce que quand le truc va prospérer, beaucoup d'autres actions sociales, beaucoup d'autres projets vont s'en suivre. Et c'est notre village Agwagon qui va sortir gagnant. Ce projet n'est qu'à son commencement. Ensemble avec certains sages et notables, nous allons outiller les bénéficiaires pour que les résultats soient probants. Le projet Maman Vite ne constitue pas la première intervention de Sorriso Dimok Italia au Bénin. Depuis près d'une décennie, cette association présidée par Mazia Danella mène des actions caritatives sur le territoire béninois. Parlons culture à présent. Le 10 janvier 2024, les Béninois auront une idée de ce que leur réserve la nouvelle année grâce au Tofa. Lors des Vaudoundaises, un collège de prêtres de Fa va consulter l'oracle en vue d'informer les Béninois de ce que leur cache l'année 2024. Au nombre de 11, ce collège de prêtres va officier dans la solennité la consultation au cours de la célébration de la fête nationale du Vaudou prévue à Ouida du 9 au 10 janvier 2024. Restons toujours dans le même registre. L'association des Odjets du Bénin, AOB, a été en assemblée générale extraordinaire le samedi 2 décembre 2023 à son siège. Ces assises ont été l'occasion de renouveler le bureau exécutif de l'association. Le reportage avec Anaël Dou. L'association des Odjets du Bénin, AOB, a procédé au renouvellement de son bureau exécutif. Juste Géraud Hinkati a été plébiscité à nouveau à la tête de l'AOB. Dans une ambiance festive et de convivialité, les délégués et invités venus des fêtières comme Ocel, ordre du culte Egungun du littoral, du président Gabriel Guénéou, Adoskeb, association des descendants Oloo, Salako, Kouola et Tiodja du Bénin, les jeunes de Ouida et bien d'autres ont également échangé sur les déviances dans le milieu. L'AOB, c'est une association de jeunes. Donc, ce qu'on va faire, c'est de rassembler nous les jeunes, après s'organiser. L'association a été mise en place à cause des dérapages qu'on observe ici à Cotonou. Donc, c'est pour finir avec ces dérapages que nous, jeunes, on a eu à décider de créer une association qu'on appelle AOB. Ce renouvellement va permettre à l'AOB de reprendre ses activités. Pour y parvenir, elle a reçu les bénédictions des aînés. L'association des Odjets du Bénin AOB va ainsi poursuivre sa marche pour le bon fonctionnement du culte Egungun au sein des jeunes du Bénin. Une marche qui a reçu l'accord des ancêtres. Le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Cette journée mondiale de lutte contre le sida est bien plus qu'une célébration des réalisations communautaires. C'est un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Le monde entier s'unit pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et celles affectées par le virus et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause du sida. Dr René Keke, médecin biologiste et responsable du laboratoire de référence du PSLS, nous en dit plus sur cette maladie, sa prise en charge et le traitement que reçoivent les malades. Le sida, pour le définir, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise, qui n'est que la phase ultime de l'infection par le VIH. C'est-à-dire que dans l'infection par le VIH, nous avons deux étapes. Il y a la phase d'infection où le sujet est infecté par le virus, mais qu'il est encore bien portant physiquement
et cliniquement il est bien portant comme vous et moi. Mais quand le virus continue d'évoluer et de dégrader son système immunitaire, il évolue maintenant avec l'apparition des infections opportunistes. Et ces infections opportunistes, c'est ça que nous remarquions par le passé. Et quand quelqu'un était infecté par le VIH, on disait qu'il était pratiquement au stade, à la porte de la mort. Et c'est quand on est à ce stade de manifestation clinique où nous avons beaucoup d'infections opportunistes que nous disons que nous sommes au stade SIDA. Le thème de cette année, c'est « Confions le leadership aux communautés ». Vous savez que la lutte contre le VIH, lorsque l'infection a commencé, les communautaires ont commencé par s'organiser pour pouvoir s'engager dans cette lutte, mais avec les moyens qu'elles-mêmes mobilisaient, que la communauté même mobilisait. Mais aujourd'hui, maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on veut maintenant confier la responsabilité à la communauté avec les ressources qu'il faut pour que les communautés s'engagent davantage, puisque à travers ces communautés, les communautés arrivent à identifier leurs pairs qui sont infectés. Et étant donné que ceux-là même sont déjà dans le vécu, ils peuvent facilement accompagner et convaincre leur père à pouvoir s'adhérer. Une journée en fait qui permet de faire le point des activités de lutte réalisées en matière de lutte contre le sida dans cette maladie. Et ça fait, nous sommes à la 38e édition cette année. Et ça nous permet de voir un peu tout ce qui a été mis en œuvre pour essayer de contrer cette pandémie qui a surpris le monde depuis son apparition et qui a fait tant de victimes. Donc c'est le moment de faire un peu le point des avancées en matière scientifique, de faire également le point en matière de gap qui reste à pouvoir atteindre pour pouvoir contrôler cette pandémie, et de faire également le point des solutions apportées à l'ensemble de nos frères et sœurs qui sont malheureusement porteurs de ce virus de l'infection. Fin 2022, nous avons 127 sites de prise en charge répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et au niveau de ces 127 sites d'emplois, nous avons environ une soixantaine de mille de personnes, environ 60 000 personnes qui sont sous traitement, régulièrement suivies actuellement au Bénin et qui vont s'approvisionner régulièrement en molécules que nous appelons les antirétroviraux. Vous savez sans doute avec moi que ces médicaments sont des médicaments qui permettent au sujet de bloquer la multiplication du virus au sein de l'organisme et de permettre la restauration de ce que nous appelons le système immunitaire de l'individu, qui lui permet de faire face à ces petites infections que nous appelons les infections opportunistes et d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc ces sites de prise en charge existent au Bénin et font la prise en charge comme nous l'avons défini dans notre document de procédure. Et cette prise en charge, elle est gratuite. Aujourd'hui, les médicaments sont améliorés, ont été améliorés avec des médicaments. D'abord, la prise est facilitée. Les médicaments, les molécules sont regroupées en un seul comprimé. Vous avez 3 médicaments en un comprimé réunis, et ce qui permet une prise facilitée. Et de nos jours, nous avons des médicaments qui ont moins d'effets secondaires et qui permettent au sujet d'avoir une meilleure qualité de vie. Actuellement, vous prenez le traitement. On a les plus vieux malades de notre cohorte qui sont suivis au Bénin ont déjà plus d'une vingtaine d'années avec le virus. Donc ces gens-là vivent avec le virus. Le reste, ce qui fait, c'est qu'on éduque les populations à pouvoir observer les règles connaissent d'hygiène, hygiène en matière de vie, hygiène alimentaire, etc. pour éviter de rajouter encore à ce virus-là qui est déjà dans l'organisme, avec lequel l'organisme se bat déjà. Donc on peut être infecté par le VIH aujourd'hui et vivre normalement comme tout individu ou tout autre. L'essentiel, c'est de pouvoir contrôler et empêcher la réplication virale qui continue, et on a une meilleure qualité de vie. Je peux dire à l'endroit de la population, parce qu'il y a un objectif de l'ONU-SIDA à atteindre pour 2025, pour parvenir, 2030, pour parvenir à l'élimination du VIH, c'est les 3 fois 95. Et le premier 95, c'est que 95% des personnes qui sont infectées par le VIH puissent connaître leur statut sérologique. Le deuxième 95, c'est que 95% de ceux qui connaissent leur statut sont mis sous traitement par les antirétroviraux. Et le troisième 95, c'est que ceux qui sont mis sous traitement par les antirétroviraux ont une charge virale supprimée. Actuellement, au Bénin, en 2022, quand on fait le point des 3 fois 95, nous sommes à 85, 98 et 82%. Donc vous comprenez avec moi que
Le premier 95 et le troisième 95 sont ceux sur lesquels nous avons encore de déficit. Et pour atteindre le premier 95, parce que pour mettre quelqu'un sous traitement, il faut que la personne se fasse dépister et connaisse son traitement. Donc c'est à cette exhortation que j'invite la population à que chacun puisse aller se faire dépister, connaître son statut, parce que si on connaît son statut, le traitement existe, on peut rapidement mettre les sujets sous traitement et ces sujets ne vont pas arriver au stade de sida pour développer des infections opportunistes. Et une fois que les sujets sont dépistés et mis sous traitement, c'est les exhorter également à pouvoir adhérer et à prendre régulièrement le traitement comme le préconisent les soignants pour avoir une charge virale supprimée. Et quand il est démontré scientifiquement que lorsqu'on a une charge virale supprimée, le risque de transmission du VIH d'une personne infectée à une autre qui n'est pas infectée est quasi nul. Donc on pourra ainsi arrêter la propagation de cette épidémie. Rappelons que le thème de cette année édition 2023 est confier le leadership aux communautés. Selon la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin sont interdites. La période transitoire étant achevée, la phase répressive est annoncée pour mettre fin à l'usage des sachets plastiques dans les communes du Bénin. Dans l'élément à suivre, Honora Agbotomé, président de l'ONG Les Béatitudes, expose les conséquences liées à l'utilisation de ces sachets plastiques. Il est au micro de Francis Fahmy. Il faut forcément l'accompagnement, la bonne volonté de cette structure étatique et de la police républicaine surtout pour nous faire entendre. Si cette collaboration ne peut pas exister, je ne vois pas là où on pourra y aller avec ces tests. Je crois qu'ils sont là pour que les tests et les lois appliquées, et ceux-là qui veulent tordre court, et ceux-là qui pensent tenir tête à la loi maintenant, et ceux-là qui pensent s'opposer à la loi, il faut que la loi leur soit appliquée pour qu'ils comprennent que désormais, il y a une loi. Et le législateur n'a jamais pris une loi, non seulement dans le plaisir ou de sa propre volonté, c'est compte tenu de certain nombre de choses qui se passent que le législateur a toujours pris des lois. La durée de vie de ces sachets biodégradables, ils ont une durée de vie de 450 ans. Vous pouvez imaginer? Durée de vie de 430 à 50 ans. Durée de vie. Et tout ce que ça crée. Par rapport à nos produits halieutiques, là, ils font que, et quand les vents les emportent dans les sachets et que nos produits halieutiques, les poissons se dedans, donc ils sont asphyxiés. Ils ne peuvent plus produire. Voilà les problèmes. Et il y a le vent qui les soulève et qui vous cache la vue sur votre voiture, dans votre moto, et ça crée des accidents. Et il y a également nos animaux, et qui en prennent seulement là, ça va dans leur estomac, là. Et maintenant, c'est la mort qui en est suivie. Ce que ça crée, c'est trop. Or, on le dit, mais tant qu'ils ne vont pas comprendre, et c'est ceux qui sont cancérigènes. Et la bonne nombre de Béninois ont cette habitude d'aller acheter, prendre des repas chauds dedans pour aller manger. Or, c'est cancérigène et ça tue. D'accord? Une loi n'est jamais votée pour le plaisir. Et vous demandez à chaque loi qui est votée, on va vous dire ce pourquoi cette loi est votée. Et voilà les conséquences qui suivent. Et si les conséquences sont là, et pourquoi ne pas attendre d'abord que ces choses arrivent d'abord? L'État est qui est le maître. L'État est qui a le pouvoir de diriger. L'État qui a non seulement donc ce pouvoir de répression pour dire la loi contre les déchets doit être appliquée. Je crois qu'il doit jouer son rôle, pleinement son rôle. Parce qu'en tant que population, beaucoup me connaissent d'abord, on dit la loi. Et quand on avait parlé des histoires de casse, d'autres disent c'est ma tête. Ah bon, ta tête. Et il faut qu'on te laisse maintenant t'écraser sur les goudrons, mourir pour ne plus servir la passion. Or, ta vie préoccupe l'État. Suivons à nouveau Honora Agbotomé qui apprécie le compte-rendu de pratiques illicites d'organisations non gouvernementales prétendant effectuer des contrôles dans les marchés, bars, restaurants et magasins lors du Conseil des ministres du mercredi dernier. À cet effet, le Conseil invite les opérateurs économiques et les populations à la vigilance et les exhorte à dénoncer les auteurs de ces agissements en vue de les faire traduire devant les juridictions compétentes. Cette décision prise par le Conseil des ministres est louable. Nous y réfléchissons depuis un bon moment. Parce que dans une maison, s'il y a un responsable, s'il y a un chef, et qui, à un moment donné,
il y a tellement de tohu-bohu, il y a du désordre. Il doit pouvoir mettre fin à ce désordre, à sonner la fin de la récréation. Je crois que c'est ce qui vient d'être fait. Et nous ne pouvons qu'apprécier non seulement cette décision du Conseil des ministres par rapport à bon nombre de choses que nous-mêmes nous enregistrons sur le terrain, sur bon nombre de gens. Le gouvernement, en entendant ce genre de choses, par rapport à nos populations qui se plaignent, des gens se viennent pour les gruger et qui auront pris d'énormes sommes chez eux, qui sont partis et qui viennent maintenant ramasser parfois non seulement de ces produits qui disent avariés et qui partent sans qu'on ne sache la destination de ces choses-là. Il est normal que les populations se plaignent et que le gouvernement, dans sa logique et dans son pouvoir à diriger, quand même, prenne ces genres de dispositions. Les conséquences d'abord, c'est-à-dire par rapport aux populations qui sont victimes, je crois que la question est à ce niveau, ce que le gouvernement vient de faire qui est récent. Mais l'autre chose par rapport aux conséquences, c'est dire si ça doit continuer, et ça doit être généré sur tout le monde, même si tous ceux-là qui sont habilités et qui sont l'expertise à le faire, les conséquences en sont également énormes. Et je crois que le gouvernement, dans son communiqué, a été clair, ce que beaucoup n'ont pas compris. On a dit certaines associations avec des individus mal intentionnés. Et par rapport à la question des descentes, que ce soit dans les bars, et que ce soit dans les marquis, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les marchés, là, je crois que c'est ce que le gouvernement a surtout à dire. N'importe qui ne doit pas se lever pour dire « je suis sanitaire ». Il faut d'abord avoir reçu la formation. C'est pourquoi je me suis pris pour dire d'abord, nous sommes des brigadistes sanitaires formés par le ministère de la Santé. Ça fait peu. Et en temps normal, d'abord, dans la question d'enregistrement de la question, même si c'est des ONG, mais dans les activités qu'ils doivent mener, et s'ils d'abord ont d'abord reçu cette formation, et s'ils ont d'abord cette qualité de le faire, tout doit partir de là. L'enquête de moralité par rapport à leur personne, même s'ils le font au niveau du casier judiciaire, d'abord, et par rapport à la question de leur rapport, leur collaboration, revenir sur la question de la loi de la décentralisation qui donne compétence aux maires à gérer sur leur territoire, tout ce qui est de l'hygiène et de l'assainissement, tout cela va pouvoir quand même assainir véritablement le cadre. Hors de nos frontières, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération nigérien à l'extérieur, Bakary Yahou Sangaré, a reçu le samedi 2 décembre dernier dans les locaux de son département ministériel la copie figurée de la lettre de créance de Mme Kathleen Fid-Ibon, ambassadrice des États-Unis d'Amérique, accréditée au Niger. Il s'agit d'une étape préliminaire qui précède la présentation des lettres de créance au nouvel homme fort du pays, le général Abdourahmane Tiani, à l'origine de la chute du président Mohamed Bazoum. Cette présentation de la copie figurée des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères nigérien marque ainsi un grand pas vers la reconnaissance officielle des autorités issu du coup d'État par Washington qui avait pourtant condamné le putsch. En effet, Washington dispose de plus de 1300 soldats au Niger et d'une base de drones armés qui surveille tout le Sahel. Le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo a décidé ce lundi 4 décembre de dissoudre le Parlement dominé par l'opposition, une annonce qui intervient 3 jours après des affrontements armés que le dirigeant qualifie de tentative de coup d'État. Le président Oumarou Embalo invoque la complicité entre la garde nationale, le corps impliqué dans les affrontements avec la garde présidentielle jeudi soir et vendredi, et certains intérêts politiques au sein même de l'appareil d'État. Pour rappel, la Guinée-Bissau évolue dans une instabilité politique chronique et a connu depuis son indépendance du Portugal en 1974 une querelle de coups de force. Le dernier est celui de février 2022. Cette édition se poursuit lors de la session ordinaire de sa chambre basse du Parlement. L'Éthiopie a officiellement ratifié le traité établissant l'Agence africaine du médicament, devenant ainsi le 27e État membre de l'Union africaine à approuver ce traité. L'objectif principal de cette agence est d'améliorer l'accès aux produits médicaux de qualité sûrs et efficaces à travers le continent. Depuis son adoption par les chefs d'État et de gouvernement en février 2019 à Addis Abeba, le traité de Lama est entré en vigueur en novembre de l'année suivante, suite au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun. Actuellement, 31 États membres de l'UA ont signé le traité et 5 doivent encore le ratifier pour consolider cet engagement collectif en faveur de la santé, de la sécurité et de la sûreté publique.
Cette édition se poursuit la première édition de la caravane dénommée Toutes les filles au karaté, organisée par la Fédération béninoise de karaté-do avec le soutien du ministère des Sports et de l'ambassade de la France, s'est achevée le week-end écoulé à Cotonou. Au total, plus de 500 filles ont été impactées lors de cette campagne faite de sensibilisation, de détection et de perfectionnement. Je vous invite à suivre Florence Ligan, représentante des femmes à la Fédération béninoise de karaté-do, et Roch Amel Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté-do, qui se réjouissent du bilan de cette campagne. Un bilan très positif, parce que ça nous a permis de faire des sensibilisations au niveau des écoles, au niveau des centres de formation, au niveau des femmes en général. Par exemple, nous sommes allés au marché d'Antokwa, nous sommes allés dans l'armée pour déjà expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il est important pour la fille et la femme de faire du karaté. Voilà. Et nous avons fait des camps d'initiation et de techniques de self-défense qui se sont tenus les 18 et les 25 novembre dernier pour justement doter la fille de techniques pouvant lui permettre de se défendre en cas d'attaque physique et psychologique. Au cours des sensibilisations, on a pu remarquer que les filles étaient intéressées, les filles adhéraient au message, les filles posaient des questions, elles étaient curieuses. Et puis on a pu le remarquer parce que lors des 2 camps que nous avons fait, le premier camp, nous avons quand même eu près de 400 à 500 filles qui sont venues voir de quoi il s'agissait réellement. Et surtout qui aujourd'hui se disent prêtes à faire du karaté pour pouvoir justement demain pouvoir avoir des armes pour se défendre dans la vie et pouvoir pour les petites filles réussir à l'école, parce que nous leur avons expliqué que le karaté c'est tout sauf de la violence, c'est le courage, c'est la mémoire, c'est la concentration, en fait c'est la réussite à l'école. On a eu à faire les sensibilisations du 10 au 17 dans les écoles, dans l'armée, au marché d'Antokwa, dans les lycées, à l'université, ainsi de suite, à Cotonou et dans les environs. Nous avons été jusqu'à Bada pour vous dire, vous imaginez. Après cette phase-là, nous avons initié les camps. C'est-à-dire les gens sont venus ici, on les a initiés à des techniques de self-défense, mais simplifiées. Vous savez qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, créer Rome en un jour. Mais on leur a donné des petites choses qui pourraient déjà leur permettre, n'est-ce pas, si quelqu'un levait la main, le bras, qu'elle sache ce qu'il y a lieu de faire. Une fille qui fait du karaté, c'est une fille qui, dans un premier temps, n'est-ce pas, va prendre confiance et conscience d'un certain nombre de choses. Confiance en elle-même et conscience du fait qu'elle est quelqu'un. D'habitude, dans notre tradition, on dit les garçons devant les filles derrière, c'est fini. Le but de l'opération, c'est que désormais, une femme équivaudra au moins à un homme. J'ai bien dit au moins. Parce que déjà, quand on dit compétition, ce n'est qu'une rubrique. C'est elle qui nous rapporte le plus de médailles à l'international. C'est prouvé. Et quand tu confies quelque chose à une femme, quand elle a confiance en elle-même, elle fait toujours mieux que nous autres. J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.